catastrophe de Ngouaché. C'est à Bamezi 3 que la chaussée s'est affaissée sur près de 500 mètres, paralysant la circulation. Un autre phénomène géologique inquiétant alors qu'un éboulement de faible ampleur vient de coûter la vie à une dame dans la capitale Yaoundé. 4 novembre 1984, une date historique pour la magistrature suprême au Cameroun. Il y a 35 ans, Amadou Ahidjo a annoncé sa démission après 22 ans au pouvoir. Dans ce journal, retour sur une adresse, sur une date qui avait créé une onde de choc. Et une autre date importante ce soir, le 4 avril 2020. C'est ce jour que démarrera au Cameroun le championnat d'Afrique des Nations 2020. Le calendrier officiel a été présenté ce lundi et les membres de la commission technique du CHAN installés. Bienvenue une fois de plus au 19h50. Au lendemain de la terreur à Newbel, le quartier semble avoir retrouvé sa quiété. Cependant, les populations continuent d'être habitées par la peur. Elles qui ont été 2 jours de suite tenues en respect par une horde de criminels. Sur place, les chefs des communautés essaient de rassurer les populations et surtout prévenir d'éventuels débordements. Voyons cela avec Junior Ossin et Marius Kossou. Sur les trajets qui nous mènent dans 2 foyers de conflits enregistrés il y a 2 jours au quartier Nubel à Douala. C'est un aspect paisible qui s'étend sous nos yeux tout au long de notre mini-voyage. Pourtant, arrivés au point d'impact, les habitants sont encore plongés dans l'inquiétude au lendemain des affrontements entre les jeunes du quartier Ngonswa et ceux de Nubel à Oussa. J'ai vu une maquette sortir dans la baie d'un être humain, d'un garçon. Jusqu'à présent, moi-même, présentement, il n'y a pas un cœur tranquille. La situation est instable et incertaine dans le quartier, donc on ne sait vraiment pas où en donner la tête. Compte tenu de ces échauffourées, les jeunes eux-mêmes et les chefs des communautés ont pris des mesures appropriées pour prévenir désormais d'éventuels débordements et pour assurer les populations. Maintenant, on a décidé d'aller voir les jeunes du Gonsoir, les chefs de causer ensemble pour organiser une marche du pain entre nous et eux. Parce que c'est une manipulation qu'on est en train de vouloir nous utiliser pour détruire notre cher beau pays. Et ça ne peut pas se passer par nous. J'interpelle tous les chefs traditionnels de l'arrondissement de Douala 2e, les ministres de culte, pour une communion d'esprit. Et qu'on doit voir des voies et moyens comment renforcer le comité de vigilance dans notre arrondissement. Dans nos échanges avec les jeunes de ces quartiers, Canal 2 International apprend que le manque d'emploi influence négativement leur comportement. Que les jeunes ont besoin d'un peu d'emploi. Parce que nous connaissons certains jeunes diplomates, ceux qui n'ont rien, et il y a les jeunes orphelins qui ont 20 ans, 19 ans, qui ont des métiers, mais ils n'ont pas de financement pour faire la continuité de leur métier. Nous voulons une aide au niveau du gouvernement de plus nous aider à renforcer la jeunesse, à trouver quelques emplois à quelques jeunesses. Par la suite, nous sommes informés qu'un dialogue inclusif organisé par ces jeunes est prévu dimanche 10 novembre 2019 à Nubel. Vous l'avez dit, Junior Ossin, ces événements violents sont inquiétants à plus d'un titre sur le plan sécuritaire et du maintien de l'ordre, d'autant plus que des cas similaires sont survenus il y a un peu plus d'1 an et que les clichés d'actes de gang sont encore frais dans les mémoires. Souvenez-vous, il y a moins de 2 mois à Bessengue ou encore à Koweït City, il y a urgence de combattre le fléau. Patrick Christian Dobo a mené la réflexion sur la question. La force légale aurait-elle perdu la face devant la loi des hors-la-loi? La question vaut tout son pesant au regard des différentes descentes et contre-descentes punitives de certaines bandes déchaînées dans des quartiers de la ville de Douala. Si le phénomène semblait confiné à certains quartiers de l'arrondissement de Douala 2e, la cote d'alerte est désormais atteinte. Ngodi, Ange Raphaël, Bilongue, Koweït City sont entre autres victimes de ces scènes dignes de films d'Hollywood qui imposent, sans le dire, des ghost quarters aux habitants et commerces dans ces quartiers. Plus grave dans ce phénomène, des zones comme Akwa et Bali, supposées à l'abri, sont devenues elles aussi vulnérables. Le comble réside également dans la durée de ces assauts non inquiétés
souvent annoncés par ces hors-la-loi, comme pour défier l'autorité établie devant des populations apeurées et quelquefois inoffensives. Pour que ne soit établi le règne de la terreur à Douala, certains sont allés jusqu'à envisager le retour d'un commandement opérationnel. Faut-il autant en arriver là? Quoi qu'il en soit, la gravité de la situation impose une reprise rigoureuse de l'ordre établi. Autorités administratives, forces de maintien de l'ordre, services de renseignement et autres acteurs sont interpellés à plus d'actions et moins de discours pour une réorganisation efficace du maillon sécuritaire dans les quartiers de la ville de Douala. Quoique parfois, pour se défendre, des images de certains jeunes brandissant machettes et autres armes blanches renvoient le visage d'un no man's land où la barbarie et la loi de la rue auraient pris le dessus sur la civilisation et la norme établie. La ville de Douala ne le mérite pas. Questionnons à présent les causes profondes de ces actes. Qui sont ces jeunes? Que revendiquent-ils? Cheikh Moubarak, psychosociologue, analyse l'évolution des événements et évoque une instrumentalisation des jeunes. Il met également en cause la responsabilité des parents et l'éducation dans un contexte de convoitise. Il est au micro d'Yvonne Katinken et Stéphane Binac. Cela fait face à un monde en pleine crise à la fois économique, et cette crise économique n'a pour flamme et combustible que, n'est-ce pas, les foyers de retard dans le domaine de l'alphabétisation. Et nous savons évidemment que dans chaque secteur où il y a une forte densité des jeunes qui, n'est-ce pas, proviennent de l'exode rural et bien évidemment sont absents à l'école et où certains trafics, on peut parler de drogue, connaissent une croissance et sont également des éléments qui font à ce que l'éducation, ou du moins la responsabilité qui était ceux des parents ou celle des parents, tombe en désuétude. Éviter d'amalgame où certains voudraient aussi faire des récupérations pour en faire des foyers des affaires religieuses. J'ai encore souvenir lorsque le gouverneur de la région du littoral a fait la ronde de certains établissements pour crier contre la drogue. Chose assez plus fréquente, que ce soit au lycée bilingue de Nouvelle et des alentours, au quartier Congo, plus précisément dans Douala 2e, que ce sont ces multitudes de laisser-aller, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, accompagnent ce genre de phénomène qu'il faut arrêter immédiatement. Et loin de la capitale économique, rendons-nous à présent dans l'ouest du pays. Le génie militaire intervient depuis 3 jours à Bafoussam sur le site du drame de Ngouaché, mais aussi sur l'espace de recasement des rescapés de Bamougoum, déblaiement de terrain, ouverture des voies de communication sous les yeux du comité local de crise et code des chantiers avec Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Le génie militaire apporte son soutien au comité local de crise, son expertise. Sur haute instruction du chef de l'État, à pied d'œuvre, il a entrepris l'aménagement de l'espace où seront recasés les rescapés de l'éboulement au lieu d'Ilatit et Lumbon, dans Bamougoum. Donc nous avons essayé de fouiller de fond en comble et nous sommes certains au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a aucun corps sous la boue. Donc ici nous sommes sur le site de recasement qui est de 17 hectares au total. Mais 7,8 hectares seront alloués aux différentes personnes qui seront recasées sur ce site. Et par la suite également, nous avons pour mission d'aménager la voie d'accès au site de recasement provisoire ainsi que l'accès au site du site. Un bulle D8 pour déblayer ainsi qu'une pelle chargeuse pour ouvrir les voies de communication. Les génies militaires sont à pied d'œuvre en train de travailler dans la zone pour pouvoir créer les 188 lots qui ont été identifiés sur les 7,7 hectares dans cette zone. Plusieurs sites privés ont été cédés par des propriétaires en zone urbaine pour les sinistrés, à l'instar du bâtiment de la polyclinique à Bafoussam, ainsi que de cet hôtel en cours d'achèvement situé à l'entrée de la ville.
Après la catastrophe de Ngouaché, le sol de la ville de Bafoussam est encore victime d'un affaissement. Route fissurée, la chaussée affaissée sur 500 mètres et 1 mètre de profondeur. Le boulevard de l'Évêché conduisant au stade de Kwekon crée à son tour la frayeur dans la capitale de l'Ouest. Walter Bertrand et Dimitri Kuaté y ont fait un tour état des lieux dans ce reportage. Plusieurs glissements de terrain viennent encore d'occasionner des fissures et un affaissement de la chaussée sur l'emprise du tronçon dénommé boulevard Évêché à Bafoussam, situé entre l'entrée de la nouvelle cathédrale et le carrefour Kami-Toyota, zone d'habitation dense où vivent plusieurs familles. Il faut que le gouvernement comprenne qu'il y a urgence. Parce qu'en réalité, l'hécatombe de Ngouaché-là peut d'un moment à l'autre arriver ici. Et il faut comprendre que les habitations ici sont vraiment plus intenses aussi. Et ça, c'est un axe qui dessert carrément les voies de contournement pour arriver au stade. Un affaissement de terrain sur une longueur d'environ 500 mètres et une profondeur de près d'1 mètre. L'affaissement de l'évêché est dû à un écoulement souterrain qui a lessivé les grains, les fines du sol, laissant les grosses particules en place. Et avec le poids du sol superficiel, il y a eu, puisque avec le lessivage des éléments fins, il y a eu des interstices qui se sont créés entre les particules du sol, laissant des grands vides. Et avec le lessivage des fines, après un temps, le sol, avec le poids qui est au-dessus, met la pression sur la couche lessivée et les grains se referment, faisant descendre la couche superficielle qui constituait la route à ce niveau. La menace de dégradation avait risque de coupure de tronçon est réelle. Ici, pas de perte en vies humaines, mais seulement des préjudices matériels et autres risques encourus. Et un autre éboulement de terrain mortel, cette fois-ci, on en parle avec vous depuis la capitale Yaoundé. Arnaud Gueffak, bonsoir. Rémé et Catherine Moukouri, madame, monsieur, bonsoir. Vous l'avez dit, alors que la douleur de l'éboulement de Bafoussam est encore vive, voici qu'un autre de petite intensité ôte la vie à une dame ici à Yaoundé, l'enseignante d'allemand au lycée de Soa. La quarantaine sonnée a été engloutie alors qu'elle préparait la leçon à dispenser ce jour. Que s'est-il réellement passé? Réponse dans cet élément de Delphine Fonkoutene et Hubert Nouché. Une vie désormais traduite en images à travers cette photo souvenir. Dame Nimatia, 42 ans, a trouvé la mort ce matin à son domicile, au lieu-dit Bonaberi par Ngosso à Yaoundé. 4 heures du matin, nous avons été réveillés en sursaut par des tambourinements sur les portes. C'est la fille de la victime qui nous appelait au secours. Nous sommes sortis et nous avons trouvé que le mur de la maison avait été renversé par un éboulement. Un éboulement survenu alors que l'enseignante d'allemand au lycée de Soa préparait ses leçons au salon, accompagnée de sa fille aînée en pleine étude. J'ai sauvé ma première fille sans difficulté puisqu'elle était au canapé. La maman, j'ai entendu sa voix. Elle criait à peine là. Elle était sous la terre. Les voisins arrivent en grand nombre, creusent dans l'optique de sauver cette mère de 5 enfants. Mon premier réflexe a été d'appeler les sapeurs-pompiers, mais les autres étaient déjà en train de soulever, d'essayer. Malheureusement, ils creusaient du mauvais côté, puisque le salon a été totalement embourbé. Difficile de repérer le cri de détresse de cette dame recherchée dans le noir. L'éboulement ayant cassé le mur a coupé l'alimentation en électricité. La partie effondrée était une pièce de la maison d'habitation du voisin. C'est le WC du voisin, comme vous voyez là, le voisin d'en haut. Il y avait tout un arbre. J'ai fait couper l'arbre dernièrement et le tronc et la racine et les racines restaient. Avec la grande pluie, ça a fini par lâcher. Arrachant ainsi de manière brutale la vie à cette épouse dont le corps a été conduit à la morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé.
Le village Akak, une banlieue de Yaoundé, ne connaît pas encore d'éboulement de terrain, mais ces terres sont une véritable convoitise pour des exploitants de carrière. Une entreprise chinoise qui entend y créer une base d'exploitation de rochers est déclarée non grata par les populations. Pour cause, un flou qui cache la réelle procédure des indemnisations exigées. Une réunion électrique présidée par le sous-préfet de Soa a eu lieu ce jour à l'esplanade de la chefferie d'Akak. Voici quelques clichés captés pour vous par Luc Mvondo. Chefferie d'Akak, une banlieue de Yaoundé. Il n'y a pas là à la maison. Les populations sont révoltées contre ces Chinois de transatlantique Cameroun-SAR, exploitants de carrière qui aiguisent l'appétit pour 52 hectares de leur terre. Là où nous parlons de 52 hectares, là, c'est là où nos parents ont travaillé et c'est là où nous travaillons au point que nos terres seront parties et nous ne saurons pas comment vivre demain. Tant pis, les procédures sont avancées au niveau de l'administration. Concession acquise, l'entreprise chinoise ici est venue indemniser les populations concernées, mais uniquement pour des mises en valeur. Il s'agit de dédommager les cultures et les maisons qui sont construites là-bas. Les populations disent niet face à ce qu'elles considèrent comme une duperie à la chinoise. Ras-le-bol exprimé. L'école qui doit aider mes enfants, je suis d'accord, je donne même mon terrain gratuit. Si c'est qu'on veut construire l'hôpital où je vais me soigner, je suis d'accord. Mais le chinois vient pour chercher l'argent dans mon terrain. Mon ami, tu dois me payer à mon prix. Le nom des populations serait un véritable blocus. On ne peut pas comprendre qu'ils viennent et ils disent que venez décharger ici pour les mises en valeur sans du sol même. La discorde enfle, les conciliabules se multiplient. Puis, une réunion restreinte est improvisée. Le terrain d'entente est trouvé au bout d'intenses échanges. Le sous-préfet porte la voix de la commission auprès des populations. Une commission va faire l'évaluation des nues propriétés. Ces indemnisations vont vous être préalablement payées avant que les populations ne puissent libérer les sites. Sauf que le coût des indemnisations relatives aux mises en valeur manque de références réelles et est contesté. Ce propriétaire, par exemple, Fartuam s'indigne. J'ai vu sur la fiche là-bas à l'intérieur qu'on me propose de me payer 1 million, alors que seulement le matériel et les mains d'œuvre, je suis à 7 millions et poussière. On va organiser une autre descente. Et on va donc vous appeler. Vous allez donner votre nom et votre prénom et votre numéro de carte d'identité. C'est donc un feuilleton qui pourrait connaître des rebondissements. Indemnisation, source de véritables polémiques. Comme cette polémique qui enfle autour des interdictions de réunions et de manifestations publiques. Si la toile s'enflamme, c'est à cause des interprétations des uns et des autres de la loi du 19 décembre 1990 qui fixe le régime des réunions et manifestations publiques justement. Alors, question, que faut-il entendre, comprendre ou retenir? Réponse dans cet élément de Ghislain Pierre-Essonneau et Luc Mvondo. Au Cameroun, en ville comme en campagne, l'expression de joie de mariage et de religion bénéficie d'une tolérance administrative. Il y a des exceptions qui reposent sur les traditions, les us et coutumes. Et là, spécifiquement, pour ce qui est des manifestations publiques, qui par exemple ont un caractère religieux, un caractère matrimonial. Mais les us et coutumes ne commandent pas la loi. En l'état, les réunions et manifestations publiques sont gouvernées par la loi du 19 décembre 1990. Près de 30 ans après son entrée en vigueur, elle va toujours avec quelques subtilités. Tenez, si une réunion est un attroupement au même endroit, la manifestation publique, elle, appelle et la réunion et le mouvement. Lorsque vous déposez votre demande de manifestation, la règle numéro 1, c'est de saisir ces services de collaboratif de renseignement. Ça veut dire que le spécial, le commandant de brigade de recherche, on fait des enquêtes sur vous qui avez signé la déclaration. On fait des enquêtes sur tout ce monde-là qui gravite dans l'environnement immédiat de l'arrondissement ou alors si nous sommes dans un chef de département dans les 3 arrondissements. On soumet l'affaire même au préfet pour qu'il emploie encore d'autres méthodes pour avoir la nette information si vraiment vous tenez vos équipes
si vous avez le contrôle, si vous n'avez pas d'autres intentions. On peut même interdire une manifestation parfois pour protéger vous-même. Moralité de la lettre et l'esprit de la loi camerounaise. Il faut donc comprendre qu'il n'y a pas d'antinomie entre la notion de réunion et de manifestation, mais plutôt une relation d'imbrication. Et si le sous-préfet estime que les conditions pour garantir, n'est-ce pas, l'ordre public ne sont pas réunies, il est tout à fait en droit d'interdire la dite manifestation. Tout est donc dans la finalité. Souvenez-vous, il était 20h30 le 4 novembre 1982 lorsque Amadou Ahidjo abdiquait à ses fonctions de président de la République. Une démission qui a créé à cette époque-là une onde de choc au sein des populations. 37 années après, les souvenirs restent intacts dans la mémoire de certains témoins. Voici quelques réactions recueillies par Monique Fossona aussi. Henri Bandoro, un journaliste, avait annoncé qu'il est 20h. Radio Cameroun. Un grand événement. Il avait dit le boubou entre, le boubou sort et l'enverse entre. Le Cameroun s'est tremblé le jour-là. C'était fort. Il y avait les mêmes militaires qui chassaient les gens. Il y avait un militaire qui a chassé les gens à Bapanda. Les gens couraient comme ça, comme si c'était la guerre. Bon, pour moi, il devait aller se traiter. C'est tout à fait normal. Le discours m'a trouvé au champ à Mounia. C'est tout le monde qui a subi une joie formidable. Content, danser, parce que le Créateur nous a amené un blanc, comme Bia, qui s'est tenu derrière le bâcher pour dire à tout le Camerounais que soyez le bienvenu. On dansait parce qu'on a reçu le blanc. Mais hélas, enfin, les entourages ont gâté Bia. Parce que tout ce que Bia fait, ce n'est pas sa volonté. Ça nous a surpris tous. Tous on ne s'attendait pas à une chose pareille. Et hélas, d'autres étaient contents, d'autres étaient mécontents. Mais puisqu'on ne savait pas ce qui devait venir après, entre-temps, quand il a nommé son successeur, c'est de là qu'on a commencé à jurer, disant qu'on a eu un successeur très jeune. Et là, ça a plu à la majorité des gens. Mais nous voilà aujourd'hui. Une démission contre toute attente il y a 37 ans, à ce jour anniversaire. Allons au-delà de l'évocation pour questionner la culture de la démission dans la haute sphère de l'État et plus généralement dans la fonction publique camerounaise. Échantillon d'action, les agents publics. C'est un reportage signé Janice et Constant Kamga. Amadou Ahidjo renonçait à ses fonctions de président de la République. 37 ans plus tard, peu ont suivi ses traces. Dans la fonction publique camerounaise, démissionner est un luxe que peu d'agents peuvent se payer. Je démissionne d'abord parce que, c'était la maladie. Pourquoi démissionner? Abandonner la fonction publique? Non. Est-ce qu'on abandonne pour aller où? Il y a mieux où? Il est difficile de voir un fonctionnaire ordinaire démissionner de son poste de travail. D'aussi loin que l'on se souvienne, à part les rares cas Maurice Kamto ou Garga Amanadji qui ont claqué la porte au gouvernement, se démettre de ses fonctions revêt, dans l'acception courante, une connotation péjorative. Par la hiérarchie, la démission est perçue comme un manque de respect, un affront. Et on peut être fiché, catalogué même. Lorsque on est nommé, on est responsabilisé. En fait, il s'agit là d'une marque de confiance que la haute hiérarchie vous confie. Et lorsque vous décidez de ne pas assumer ces responsabilités, je crois que quelque part, ça manifeste, je n'ai pas envie de dire du mépris, mais c'est tout comme. Les agents publics se confortent dans la sécurité de leur mission régalienne, faute de mieux. Quoi qu'on vive dans les services, on supporte, on fait avec. Nous avons ce que l'État nous donne gratuitement, des formations pendant sa carrière, tu fais des stages de formation de ceci, tu acquiers beaucoup de connaissances. 4 novembre 1982, 4 novembre 2019, 37 ans que Amadou Ahidjo abdiquait, le souvenir vivace d'un pionnier, même si sauter le pas relève encore de la gageure.
Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, PADEC et Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, pour une amitié sincère, amitié consolidée et confirmée samedi dernier ici à Yaoundé, au cours d'un meeting de remobilisation présidé par le président du PADEC, Jean de Dieu Momo. Retour sur les moments forts avec Alex Lembe et Bertrand Tassé. C'est en cadence et dans un rythme ancien que Jean de Dieu Momo, président du Parti des Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, a magnifié son invitation des jeunes du quartier Mendong le week-end dernier. Occasion pour le président du PADEC qui en a profité pour expliquer à ces jeunes de Yaoundé 6e non seulement l'affinité et le lien qui existe entre son parti et le RDPC, mais aussi et surtout l'intérêt qu'il porte au président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous ne sommes pas un parti, n'est-ce pas, anti-républicain, nous sommes un parti républicain qui accompagne la politique du chef d'État. Ça c'est le premier point, parce qu'il fallait clarifier cela au regard, n'est-ce pas, de certains militants du RDPC qui pouvaient penser que nous sommes des adversaires ou des concurrents. Nous ne sommes pas des concurrents, nous sommes un parti allié, et je peux dire même presque intégré, parce que nous adoptons la politique du chef de l'État, décrite dans pour le libéralisme communautaire que nous essayons de mettre en pratique. Si l'arbre démographique a été utilisé avec succès en Libye, il ne faudrait pas que celle-ci fasse de même pour les jeunes de Mendong, selon le président du PADEC, qui donnait ainsi un avertissement à forte connotation de mise en garde, afin que ces jeunes ne tombent point dans l'instrumentalisation et la manipulation. La manipulation, elle est mentale. On leur fait croire qu'ils sont pauvres. Je suis venu leur dire que l'indice de pauvreté qui est déterminé par certaines grandes puissances n'est pas le même indice de pauvreté que nous avons en Afrique. Occasion a également été donnée au président du PADEC de préparer ses militants à cette grande fête mémorable et significative qui sera célébrée le 6 novembre prochain au berceau de nos ancêtres. Madame, Monsieur, gardez la pêche. Restons en politique, parlons d'un autre parti du SDF qui lui aussi mobilise ses troupes dans le Mungo. On en parle avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir Arnaud Ngefak, tout à fait. Le SDF mobilise dans le Mungo. L'honorable Jean-Michel Nietzsche ce week-end s'est rendu à Mombo, Djombe, Penja et Banga pour galvaniser les troupes et surtout conquérir de nouveaux militants dans un département où le RDPC et le MRC semblent avoir une longueur d'avance. Mireille Flore des Fofotso et Luciano Doudoujakou nous en disent plus. Bonne ambiance et communion avec ses camarades du parti. L'honorable Jean-Michel Nietzsche a eu un accueil digne de son rang à Mbanga dans le département du Mungo où il a été fait notable au village Ndobi. Lui étant président régional, il est hors de question qu'il soit en train de faire les tournées comme ça, qu'il arrive chez un fils du terroir et qu'on le fasse partir sans qu'il ne reconnaisse qu'il était chez les personnes indiquées. Arrivé pour galvaniser les troupes et reconquérir de nouveaux militants, Jean-Michel Nietzsche a été surpris par l'accueil à lui réservé. Ça montre tout simplement que le SDF, c'est un parti qui continue à mobiliser dans ce département et tout ceci présage, n'est-ce pas, le lendemain extrêmement positif. Après l'élection présidentielle, il y a eu des doutes dans la tête de beaucoup. Et ce doute, avec son arrivée, ça lève ce doute et booste le moral. Donc nous nous préparons et je crois que 2020, nous serons prêts. Aujourd'hui, il est plus que primordial pour le parti de la balance de marquer sa présence sur le terrain et de s'assurer de la relève. Je crois qu'en tant que jeune, je suis déjà un exemple. Pour les propos du président tout à l'heure, vous voyez le SDF est en train de donner le meilleur de soi pour pouvoir intégrer les jeunes. Davantage, nous allons à l'avenir organiser des meetings pour démontrer à ceux-là qui pensent que le terrain leur appartient que nous sommes présents. Arrivé dans le cadre de sa tournée dans les structures du parti, le coordonnateur régional du SDF pour le littoral s'est rendu tour à tour à Mombo, Djombe Penja et ensuite Mbanga.
Et un autre parti politique à présent. Bientôt le 6 novembre, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, dans les Bamboutos, se prépare à commémorer l'accession du chef de l'État à la magistrature suprême. Au-delà de cet objectif, la rencontre des Bamboutos a permis de préparer les échéances à venir. Les militants ont été exhortés à taire les querelles en interne et à apporter leur confiance aux candidats qui représenteront le parti aux prochaines législatives et municipales. Charles Robert Itok et Marius Ngassa pour plus de précisions. Préparer la fête du 6 novembre et les prochaines échéances électorales dans les Bamboutos, tel est l'objectif de la rencontre de concertation du RDPC. Réunis autour du chef de la délégation permanente du comité central pour les Bamboutos, les conseillers municipaux, les parlementaires, les présidents des sections, les chefs traditionnels, toute l'élite politique mangwa et les membres du comité se sont lancés un défi et fixé des objectifs pour s'assurer une victoire future dans les Bamboutos. La paix reste le leitmotiv. Il faut personnaliser la paix en soi, avoir un comportement paisible vis-à-vis du voisin, vis-à-vis du frère, avant de changer la paix. Et les Bamboutos, nous savons déjà de quoi il est question. Nous sommes à l'œuvre. Nous allons continuer. Nous allons contaminer les uns et les autres avec cet esprit de culture de la paix de façon permanente. La concertation de Bouddha prépare aussi la commémoration de la session à la magistrature suprême du chef de l'État Paul Biya, une date mémorable pour les militants du parti du flambeau ardent. Le 6 novembre, c'est une date anniversaire extrêmement importante pour nous. C'est la date de la session de la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya, avec tous les cet anniversaire de manière exceptionnelle. Le chef de la délégation permanente Emmanuel Nganou Djoumessi a appelé les militants à taire les polémiques sur l'investiture des candidats, car le concurrent est en face et non dans le parti. Les militants ont été aussi exhortés à rester vigilants et à soutenir ceux qui seront investis pour le compte du parti. C'était justement une militante du RDPC de la première heure, Françoise Foning, ancienne édile de Douala 5, dont la stèle d'hommage a été vandalisée au quartier Bépanda, un acte qui survient alors que la cérémonie d'inauguration de la rue portant son nom a été renvoyée il y a quelques jours. Écoutons les réactions des habitants de la zone. Il se pourrait que les gens qui sont venus la nuit, aux environs de 1 heure, c'est peu que c'est eux qui ont détruit la stèle, là, qui ont enlevé la photo. Et jusqu'ici, nous sommes encore en train de faire des enquêtes pour savoir vraiment qui ont fait ça. Il est vrai, le jour de l'inauguration où le délégué du gouvernement était passé, il y avait beaucoup de rumeurs. Les gars disaient que ça ne devait pas se faire de cette manière. Bon, il a fallu qu'ils se rapprochent donc des organisateurs pour connaître, pour avoir leur avis. Certains ont dit que c'est les gens du quartier, certains ont dit que non, c'est les gens qui sortent d'ailleurs. Et puis, on a essayé de porter plainte au niveau des autorités compétentes pour qu'ils essaient d'inspecter, de nous aider par rapport à cette situation, puisque nous sommes vraiment fâchés. Ça honorait hier le quartier, tout sur le boulevard de Foni, puisqu'il y a les étrangers qui venaient là, ils se filmaient, ils pensaient, ils voyaient encore les images de maman. Vraiment, aujourd'hui, nous ne sommes pas fiers par rapport à ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais veulent faire des pareilles choses comme ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas, il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient pas que ce monument soit édifié. Donc ça peut être ces gens qui ont poussé à faire ce vandalisme-là. Je suis trop surpris de voir ce monument détruit. C'est pas vraiment à l'honneur, c'est pas bien. Il faut ça. Ouvrons à présent la page des sports de ce 19h50. Fovu de Baham est désormais le nouveau leader du championnat Elite One. On parle bien de football. Le club des Rochers Sacrés de l'Ouest a récupéré ce statut dimanche en disposant d'APGS de Fou, 1-0 lors de la 4e journée. Mais le phénomène du championnat est Samuel Len. Le joueur à lui seul a permis à son club Union de Douala de signer sa 2e victoire avec 5 buts à son compteur. Les leçons de la 4e journée d'Elite One avec Marc-Lionel Chouamot. En déplacement samedi dernier, en Bankomo, l'Union sportive de Douala a enregistré sa 2e victoire de la saison devant Edisport de l'Aleki sur le score de 2 buts à 0. Les Nassar Agamakai s'en sont une nouvelle fois remis à leur capitaine Samuel Len, auteur d'un doublé. D'un enchaînement poitrine reprise du pied droit,
Il donne l'avantage aux siens avant de porter l'estocade en seconde manche sur ce contre-assassin. Avec 5 buts en 4 matchs, Samuel Lend est actuellement le meilleur buteur du championnat camerounais et d'Union de Douala. Il a inscrit jusqu'ici tous les buts de son club. Notons également la victoire 1-0 de Fovu de Baham devant APGS Donfou. Le Coton Sport de Garoua est venu à bout de Stade Renard à Melon, 2-1 dans un stade totalement impraticable, pas digne du championnat professionnel. Premier succès de la saison du MS de Loum sur la pelouse de PWD de Bamenda, 1-0. 15 buts ont été inscrits en 9 matchs joués lors de cette 4e journée. Fovu Club de Baham récupère le fauteuil de leader avec 9 points, suivi du Coton Sport de Garoua et Bamboutos de Bouddha, 8 points chacun. Grâce aux prouesses de son attaquant de 23 ans, l'Union de Douala est classée 5e avec 6 unités. Dans la zone rouge, on retrouve Avion Academy, 4 points 15e, PWD de Bamenda, 3 points 16e avec 2 matchs en retard. Vainqueur du trophée de champion 2019, Stade Renard de Melon est classé avant-dernier avec 3 unités. Le Tonnerre Canara Club est toujours lanterne rouge avec 2 petits points. La 5e journée de l'Élite One est prévue pour ces mercredis et jeudi prochain. Nous le disions à l'entame de ce journal, le championnat d'Afrique des Nations 2020 se tiendra au Cameroun du 4 au 25 avril le prochain. Les préparatifs s'intensifient et dans la capitale Yaoundé, les membres de la commission technique viennent d'être installés. Alex Lembe et Alain Ziebou pour les précisions. La commission communication. C'est désormais officiel. Non seulement les membres de la commission technique du CHAN 2020 sont connus, ils ont également été installés ce jour à Yaoundé par le ministre Narcisse Mouele Kombi des Sports et de l'Éducation physique. Celui-ci n'a d'ailleurs pas manqué l'occasion de revenir sur leurs différentes fonctions régaliennes qu'ils devront avoir à mémoire et en présence, telle la première maxime d'Emmanuel Kant. Il est attendu de vous engagement et dévouement, professionnalisme et rigueur, esprit d'équipe et mise en synergie des énergies disponibles, patriotisme et sens du sacrifice. Vous devez mettre vos intelligences tactiques, vos riches expériences et vos précieuses compétences au service de stratégies collectives gagnantes pour assurer l'organisation réussie du CHAN 2020. Pour la circonstance, le logo du CHAN 2020 a officiellement été présenté à ses membres, tout comme ont été officialisés et rendus publics les sites qui devront abriter les rencontres du CHAN 2020. Il s'agit entre autres des stades Omisport, Ngwekele de Yaoundé, Japoma et de la réunification de Douala, et puis enfin Middle Farm de Limbe et Moliko de Boya. Un véritable défi à relever. C'est un challenge aussi, parce que vous avez vu qu'on appartient à des profils nouveaux dans le cas des événements comme ceux-ci dans notre pays. Ça veut dire que derrière le challenge, il y a la reconnaissance, mais il y a le travail à faire, parce qu'il faut faire de cette compétition la meilleure. C'est la 6e édition et on souhaiterait qu'elle entre dans l'histoire comme étant celle qui aura bénéficié d'une organisation, j'allais dire presque parfaite. Cela y va de l'image du Cameroun. Un CHAN qui devra se dérouler du 4 au 21 avril 2020. Celui-ci devra connaître son tirage au sort en janvier prochain à Yaoundé. De la réclame pour refermer ce journal, on parle d'excellence scolaire. Ils sont 244 bacheliers venus des 8 départements que compte la région de l'Ouest à recevoir des bourses. Un geste de l'honorable Albert Quinché. Alain Bertrand Quetchouan nous apporte les précisions dans cet élément. L'honorable Albert Quinché, comme de tradition, prime l'excellence scolaire dans la région de l'Ouest Cameroun. Et pour cette 7e édition, ils sont 244 bacheliers parmi les meilleurs, venus de 8 départements que compte la région de l'Ouest à recevoir des bourses allant de 100 à 150 000 francs CFA. L'évaluation en tout point est satisfaisante. Les premiers sont déjà bénéficiaires du programme d'assistance au doctorat. C'est dire qu'on a de nombreux de nos enfants qui poursuivent normalement leur cursus à l'enseignement supérieur. Nous pouvons nous féliciter de cela.
Le taux de distinction est honorable par rapport à l'année dernière, avec 254 lauréats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 contre 122 l'année dernière. Les mentions sont tout autant remarquables, 8 mentions excellent, 5 mentions très bien et 16 mentions bien. Les bacheliers ont mérité leur prix. Je viens de recevoir une bourse de catégorie mention excellente. Et c'est vraiment un plaisir pour moi. Je suis très fière des primes que nous avons reçues aujourd'hui par l'honorable Quinche. Je vais faire les efforts pour améliorer et continuer à travailler dur. And the secret for my success was that I was very hardworking. I had confidence in myself, and with what I received today, I'm very grateful, very happy, for that's going to help me complete my school fee, and part of it is going to be used for my allowance, and I'm very grateful, especially to Mr. Quinche Albert. En prélude au Semtojam, la cérémonie des remises des lots est présidée ici à l'esplanade de la préfecture du Kunki par le gouverneur de la région de l'Ouest en présence des autorités administratives, traditionnelles et de nombreuses élites. Les jeunes ont assuré l'animation culturelle. Et comme vous l'avez constaté, animé de bout en bout par des manifestations culturelles, surtout par nos pépinières, parce que nous voulons transmettre ce qu'il y a de très précieux dans notre culture, de génération en génération. Il faut dire que les résultats sont améliorés cette année grâce au 3e forum sur l'amélioration des performances aux examens scolaires, initié et financé par l'honorable Albert Quinche, avec la participation du patriarche Fotso Victor. Pour les années à venir, l'honorable Albert Quinche compte mettre la barre haute. Il faudra avoir au moins une mention bien ou espérer à une prime. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.